nous sommes arrivés à la session de clôture intitulée « Bénéfices de l'investissement dans l'éducation, résultats et effets souhaités ». Alors, nous allons très rapidement passer à l'intervention de M. Patrick Plactor, Managing Partner Europe-Afrique chez Alejandro Hugues, Afrique Search basé à Paris. Monsieur Patrick Plactor est en charge du renforcement de la présence d'Alejandro Hugues, Afrique Search en Afrique. L'homme a plus de 25 années d'expérience dans les ressources humaines en tant que directeur des ressources humaines pour des multinationales des marchés, du commerce de détail, des produits de grande consommation, de l'immobilier et de la communication. Avant de rejoindre AIAS, M. Plactor a travaillé comme consultant, gérant des projets de changement et de transformation et chassant des leaders pour de grandes entreprises internationales. Son intervention est intitulée « Autonomisation de la main-d'œuvre africaine pour gagner le marché africain ». Monsieur Patrick Plactor, la salle est à vous. Bonsoir à tous. Alors, pas facile de passer en fin de journée comme ça, surtout sur une section de clôture. Je voulais tout d'abord vous remercier tous de votre attention durant toute la journée, remercier monsieur le recteur de l'Université Senghor, mes chers panélistes et présentateurs, chers étudiants, merci à vous d'être là et de tenir encore quelques minutes avec moi. Le sujet qui me concerne est le titre qui a été donné, j'ai eu du mal à comprendre ce titre, c'est l'autonomisation de la main-d'œuvre africaine pour gagner le marché africain. Je pense que ce titre, on peut le traduire de plusieurs façons. Et le titre de ce forum, c'est « L'avenir appartient à l'Afrique ». L'idée, lorsqu'on parle d'autonomisation de la main-d'œuvre pour gagner les marchés, ce que j'ai essayé de développer, c'est ce que je vais vous développer, c'est comment faire pour que la nature de l'offre de la main-d'œuvre puisse correspondre aux besoins du marché. Et durant toute la journée, les panélistes qui sont passés ont tous décrit à leur façon, notamment sur la forme des formations, la forme de l'éducation, sur le contenu de l'éducation et sur la manière de former, les nouvelles manières de former. On a eu pas mal d'exemples sur ce qui se passe. Mais en réalité, ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir si, une fois que cette éducation, cette formation est faite, les personnes qui sortent d'école correspondent aux besoins, aux réels besoins du marché. Ils sont assez autonomes pour pouvoir répondre à ces besoins de marché. C'est pour cela que je vais, dans un premier temps, vous parler très rapidement, de vous faire un état du marché de l'emploi en Afrique, rapidement, après cette période de Covid qu'on a traversée. Cette période Covid qui a été un tout petit peu accentuée, enfin les difficultés accentuées avec les périodes de guerre en Ukraine qu'on vit tous aujourd'hui. Mais je vais principalement m'arrêter sur la période de Covid et sur les effets sur l'emploi de façon générale en Afrique. Et je vais le décliner en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Et puis derrière ça, les défis que ça nous apporte, les défis que ça nous mène, que ça nous met dans nos baskets. Derrière, je vais vous parler des pistes, je vais donner quelques pistes de réflexion sur comment, ensemble, partenaires sociaux, gouvernements, entreprises, organisations internationales, on peut essayer de répondre à ces défis-là en donnant des exemples d'initiatives qui existent aujourd'hui déjà, d'initiatives qu'on va prendre en Afrique, mais aussi de façon internationale, qui existent et qui peuvent permettre au continent africain de bien gérer cette adéquation entre besoins du marché et jeunes étudiants qui sortent des écoles. Et à la fin, je terminais par un call for action sur comment est-ce qu'on peut faire tous dans cette salle pour pouvoir réussir ce défi. Alors, vous le savez, et je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus, mais c'est important de se remettre ces chiffres en tête. L'Afrique compte environ aujourd'hui 1,2 milliard
d'habitants. Et vous le savez tous que ce milliard d'habitants va doubler dans les 30 ans à venir. Et sur ces milliards d'habitants aujourd'hui, on a à peu près 40% qui ont moins de 15 ans. La moyenne d'âge en Afrique est de 19 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse est la plus grande ressource que le continent a aujourd'hui. On va parler de ressources minières, mais la jeunesse aujourd'hui est une des plus grandes ressources que le continent a. Et cette proportion de jeunes va encore s'accroître dans les années à venir avec la croissance démographique qu'on prédit. La vraie question, c'est comment l'Afrique va pouvoir exploiter ces dividendes démographiques qu'on a, parce que c'est un asset qu'on a sur le continent. Comment on va exploiter cet asset-là? En parallèle de ça, l'Afrique, continent comme d'autres continents, vivent de la même façon une autre révolution que certains appelleront une 4e révolution industrielle, qui est la révolution numérique, qui amène des nouvelles voies de développement pour tous les pays et tous les continents. Donc le défi aujourd'hui, c'est comment nos gouvernements renforcent le soutien à la jeunesse. Comment nos gouvernements nous aident à créer des solutions d'éducation qui puissent répondre réellement aux besoins de tous ces jeunes qui vont très rapidement aller sur le marché du travail. Alors, les effets de la pandémie, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui et j'étais assez étonné, mais en même temps agréablement surpris, parce que ça veut dire qu'on pense que c'est derrière nous, même si c'est toujours là. Mais on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette pandémie qu'on a vécue, que l'Afrique a vécue à sa façon, a eu des effets assez importants sur les économies mondiales, mais aussi sur les économies africaines. La pandémie a durement touché l'Afrique, contrairement à ce qu'on dit, et on ne le dit pas assez. La pandémie a beaucoup touché l'Afrique. Et le côté informel de nos économies, la pauvreté des travailleurs, le sous-emploi prédominant avec la productivité fait que cette pandémie a eu un effet dévastateur sur les personnes qui travaillent. Ces personnes qui travaillent sont devenues plus pauvres. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un continent qui a une main-d'œuvre qui s'est appauvrie à la suite de cette pandémie. Je vais aller très très vite. De façon générale, cette pandémie a, selon les estimations du Bureau international du travail, a fait que la région, je veux dire, lorsque je dis région, c'est l'Afrique, a reculé, le PIB de la région a reculé de presque 2% en 2020, avec une très très forte hétérogénéité dans la sous-région. Ce qui s'est passé en Afrique du Nord n'est pas la même que ce qui s'est passé en Afrique subsaharienne, ou voire l'Afrique de l'Est, ou l'Afrique centrale, ou l'Afrique de l'Ouest. Près de 5 millions de travailleurs supplémentaires, près de 5 millions de personnes, de travailleurs, et leurs ménages sont passés sous le seuil d'extrême pauvreté à la suite de ce qui s'est passé en 2020. Et ce qui fait que la pauvreté a vraiment accru ces 2 dernières années. Le PIB de l'Afrique s'est pourtant relevé en 2021, contrairement à beaucoup de pays occidentaux, de à peu près 5%. Alors, Didier disait ce matin que ce n'est pas parce que l'économie marche que les sujets de l'emploi suivent. C'est vrai. Le PIB de certains pays, pas tous, en Afrique, a malgré tout est reparti en croissance à partir de 2021. S'agissant de l'Afrique du Nord, dont fait partie l'Égypte, le marché du travail nord-africain, les marchés du travail nord-africains ont été marqués par des niveaux très élevés de sous-utilisation de la main-d'œuvre, en particulier chez les jeunes. Ce qui est important dans ce que je dis là, c'est que les jeunes, dans les pays d'Afrique du Nord, ont été les plus touchés pendant cette période pandémique. Et on note par ailleurs une disparité entre les sexes. Dans cette sous-région, je parle bien de l'Afrique du Nord, la pandémie a entraîné de fortes pertes d'heures de travail,
avec à peu près 2,1 millions d'emplois qui ont été perdus entre 2019 et aujourd'hui. L'Afrique du Nord affiche à aujourd'hui un taux de chômage de jeunes la plus élevé du monde. Et le plus fort taux de sous-utilisation totale de la main-d'œuvre se remarque plus en Afrique du Nord. C'est des chiffres très importants qu'il faut qu'on ait en tête en termes d'éléments macroéconomiques. On peut aussi noter sur l'Afrique du Nord durant cette période de pandémie, c'est que la pandémie a eu des effets assez diversifiés. Enfin, ça n'a pas été égal. Les répercussions n'ont pas été de la même façon selon les secteurs d'emploi, selon le milieu de qualification. On notera que les personnes sous-qualifiées ont été plus impactées que les personnes plus qualifiées dans cette région. Selon le statut de l'emploi, selon qu'on est salarié ou on est indépendant ou on est dans l'économie invisible, l'effet n'a pas été le même. Pour donner un exemple, en Égypte, par exemple, selon les études qui ont été fournies par le Bureau international, 2/3 des personnes qui étaient indépendants prévoyaient de pertes, prévoient 2/3, ont eu du mal à avancer, en tout cas à faire une activité pendant cette période. Si on prend l'Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne a enregistré une baisse du PIB d'à peu près 2%, mais avec une très très forte hétérogénéité dans la sous-région. L'Afrique australe a été la sous-région la plus durement touchée pendant cette période, avec une contraction du PIB de 7% en 2020, suivi par l'Afrique centrale, avec une contraction de 2,1%, l'Afrique de l'Ouest, 0,7, effectivement, et la région en Afrique qui s'en sort la mieux durant cette période, c'est l'Afrique de l'Est, qui a moins souffert et qui a même a eu un PIB qui était en croissance pendant cette période, très légère croissance, mais ils ont été moins touchés. Tous ces éléments-là pour vous dire qu'on est dans une période qui n'est pas simple, et que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, le retour à la situation d'avant 2020 va être très très difficile. En tout cas, le retour aux situations de croissance qu'on a connues va être encore plus difficile, et ce d'autant qu'on a la guerre d'Ukraine qui est en train d'accentuer ces sujets. Alors, une fois qu'on a fait ces constats-là sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, la plupart des décideurs politiques, les acteurs économiques, se posent une question. La question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est comment l'Afrique pourrait-elle repenser et réajuster le développement des compétences, parce que le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est les compétences de la jeunesse africaine, et renouveler son engagement en faveur de l'adaptation de la main-d'œuvre africaine aux besoins du marché. C'est le grand sujet qu'on a depuis des années, et c'est ce sujet qui est encore au cœur de nos préoccupations. La première réponse que j'ai envie de lui donner, c'est que on ne peut pas être dans un statu quo. On doit avancer. Donc on doit trouver des solutions pour changer cette situation, et qui, vous l'avez vu précédemment, situation qui touche plus particulièrement les jeunes. Les constats qu'on fait aujourd'hui, et que vous connaissez tous, c'est que l'Afrique c'est une vaste région. Hier, j'étais avec des étudiants où je leur montais une carte de l'Afrique, où ils découvraient que sur le continent africain, on peut faire contenir 3-4 continents. La Chine, l'Europe, une partie des États-Unis et une partie de la Russie, de la Fédération de Russie. Donc on est en face d'une région qui est très vaste, avec des cultures, des langues qui sont complètement différentes. L'Afrique a aussi un but aussi avec des problèmes assez importants. On l'a dit tout à l'heure, le niveau élevé de chômage des jeunes, l'écart chronique des situations entre les sexes, hommes-femmes,
en matière d'éducation post-élémentaire, sujet dont on a parlé aujourd'hui. Hein. On a vu que les jeunes sont déscolarisés très très vite et des menaces de changement climatique qui sont aussi en Afrique, mais qui sont assez globales, et des niveaux de pauvreté qui n'arrêtent pas de s'accroître. Donc, face à ces constats que vous connaissez tous, on peut réaliser des progrès. Je vais passer cette slide parce que c'est pas pour moi les solutions. Enfin, c'est pas pour moi presque le plus important. Mais ce que je veux dire dans cette slide, c'est que les compétences des jeunes aujourd'hui sont souvent axées sur des compétences dont le marché n'a pas forcément besoin. Et on a plus besoin, on a depuis ce matin parlé de I et de T, on a plus besoin aujourd'hui de former des ingénieurs, mais aussi des techniciens. L'ingénieur ne suffit plus, mais l'Afrique a besoin de former des techniciens. On a besoin de former des spécialistes des technologies, vous l'avez vu durant toutes les présentations encore de ce matin, des informaticiens, parce qu'on est dans une révolution numérique, des informaticiens de la communication, mais ces informaticiens-là, la couche qui se rajoute aujourd'hui, et je me retourne vers le monsieur qui a posé une question sur les sociosciences, la couche qui se rajoute, même si on parle de technicien, même si on parle d'ingénieur, on doit former des personnes qui ont des capacités d'adaptation et de solides compétences cognitives et socio-affectives. Parce que le sujet aujourd'hui n'est plus juste être bon techniquement. Le sujet, c'est aussi savoir se mettre à la place de l'autre, savoir comprendre les appétences de l'autre. Donc, on est dans un moment où, en plus de ce qu'on ne fait pas bien, on doit rajouter une couche qui est la couche cognitive, qui est la couche soft skills dont on parle tous aujourd'hui. En plus du savoir-faire technique, on doit former nos jeunes à un savoir-faire, à un savoir-être, ce qu'on oublie souvent, y compris dans les pays occidentaux. Alors, quelles sont les pistes de réflexion? Il y a eu plein d'expériences, des expériences internationales, des expériences aussi en Afrique, et je vais vous donner quelques expériences qui, pour moi et pour ce qu'on observe, sont probantes et marchent. Ce sont ces expériences qu'il faudra qu'on arrive à développer dans les années à venir pour pouvoir former les jeunes et avoir des jeunes qui répondent aux besoins du marché. Ces expériences, la première expérience que j'ai envie de vous citer, j'en ai pris 5 qui fonctionnent, qui sont des réalités aujourd'hui, c'est par exemple au Nigeria, l'utilisation de la technologie dans l'éducation. Un docteur en a parlé tout à l'heure, la technologie permet d'aller plus vite, de toucher des endroits qui ne sont pas touchés aujourd'hui en termes d'éducation. Le digital permet de former plus vite et de former des personnes qu'on n'a pas formées, on n'arrivait pas à former jusqu'à présent, avec des méthodes pédagogiques qui sont plus innovantes. L'exemple que je prends, c'est Adobest, allez regarder au Nigeria, qui forme des jeunes de primaire, du secondaire, avec des méthodes complètement innovantes. Le deuxième exemple de choses qui fonctionnent, de benchmark de choses qui fonctionnent, c'est la formation pratique et les programmes d'entrepreneuriat. On en a parlé aujourd'hui. On ne peut plus attendre des jeunes, de sortir de l'école que pour être salarié dans une entreprise. Vous pouvez entreprendre, vous pouvez devenir votre propre entrepreneur et à votre tour, vous pouvez recruter des personnes. Donc, vous pouvez créer des emplois. Mais on doit vous former à ça. Donc, la formation à l'entrepreneuriat sont des formations qui existent aujourd'hui. Un exemple que je prends, c'est le CME-City au Bénin. C'est la formation, c'est un incubateur de jeunes entrepreneurs ou d'entreprises qui sont au Bénin, qui sont suivis et qui sont mentorés. Le troisième exemple que je prends de choses qui fonctionnent et qui marchent, qui permettent d'avoir et de mettre sur le marché des jeunes adaptés au marché, c'est la mise en place d'incitations et des financements durables pour améliorer l'inclusion des jeunes vulnérables. Je dis bien des jeunes vulnérables. C'est des jeunes qui passent sous le radar.
Ce sont tous ces jeunes qui sont déscolarisés très très tôt, mais qui sont talentueux. Et il y a plusieurs fonds aujourd'hui, que ce soit, là c'est le Fonds monétaire international en Sierra Leone, qui a mis en place le Fonds de développement des compétences pour financer des projets agricoles, pour financer des projets inclusifs pour des personnes qui sont complètement déscolarisées. Plusieurs pays font partie de ce programme et ça fonctionne plutôt bien. Le quatrième exemple de choses qui marchent et qui permettent de former des jeunes pour les adapter au marché africain, c'est la modernisation de la gouvernance des institutions et des systèmes sectoriels. On en a aussi parlé aujourd'hui. Une fois qu'on a parlé de jeunes de formation, ce qu'on remarque aussi dans nos pays, c'est que la gouvernance, c'est-à-dire les personnes qui gèrent les entreprises, ça part du conseil d'administration, mais ça descend aussi aux personnes qui sont opérationnelles, ont aussi besoin d'être formées sur un certain nombre de figures imposées pour mieux gérer les entreprises. L'exemple type, j'ai pris ce qu'on appelle le Workforce à Singapour, qui est une organisation qui permet de former les administrateurs ou les chefs d'entreprise à la gouvernance. Et il y a pas mal d'initiatives. Il y a une initiative qui est la collaboration régionale, les centres d'excellence africains qui existent, qui fonctionnent. En l'occurrence, là, on parle de collaboration entre universités, plusieurs universités des sous-régions, avec un partage d'expériences, un partage de connaissances locales pour développer des candidats d'excellence. Donc, il y a des difficultés. Il y a des initiatives qui sont prises et qui fonctionnent. Je dirais que ces initiatives viennent en complément de ce qui existe déjà, ce que vous connaissez à l'Université Senghor, qui est une formation, je dirais, post-académique, puisque vous avez tous eu une formation académique avant de venir à l'Université Senghor, et l'Université Senghor vous donne une formation transverse qui vous permet d'aller retourner dans vos fonctions ou de prendre de nouvelles fonctions. Je disais, lorsque j'ai commencé ma présentation, que à la fin, je vais faire une espèce d'appel à action, c'est-à-dire vous mobiliser tous dans cette salle. D'abord, on doit tous tout faire dans nos pays pour mobiliser les gouvernements africains, pour les inciter à donner les moyens aux universités, au corps professoral, aux institutions de formation, pour libérer le potentiel de la jeunesse du continent et les adapter au marché de l'emploi. On en parle, mais il faut qu'on arrive vraiment à faire ça, sinon on se retrouvera dans les 30 prochaines années, après les 30 prochaines années, avec les mêmes sujets. À cet égard, c'est facile de lancer la pierre au gouvernement, mais les dirigeants régionaux, les patrons d'entreprises, du secteur privé comme du secteur public, doivent travailler ensemble, car c'est grâce à l'engagement et l'effort de tous qu'on réussira à régler à apporter des solutions au travers de partenaires stratégiques. Depuis hier, j'observais les étudiants et je me disais, on parle tous d'un horizon temps qui va d'aujourd'hui à 30 ans, 2030, 2050, 2100, doublement des populations. Et si on regarde les étudiants de Senghor, ils ont tous en moyenne d'âge entre 25 et 30 ans. Donc on est en face de jeunes qui vont faire l'Afrique. Et ce n'est pas que Senghor. Donc j'ai plutôt envie de dire que l'Afrique, l'avenir appartient à l'Afrique, mais surtout l'avenir vous appartient. Merci. L'avenir nous appartient. Merci, M. Patrick Plactor, pour votre intervention. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ces 3 jours du Forum international conjoint intitulé « L'avenir appartient à l'Afrique, concevoir la voie de l'avenir, nouvelles frontières de l'éducation ». 3 jours d'intenses activités très enrichissantes, animées par des experts de domaines variés venus de partout de l'Afrique.
Un récapitulatif des 2 journées entreprises sera présenté par les étudiants de l'Université Senghor, représentés ce soir par Mademoiselle Louva Andrea Massinoro et Jean Abega, que j'invite à nous rejoindre. Bonsoir tout le monde, vous êtes toujours là? Ne vous inquiétez pas, le bus nous attendra. Ah, le bus ne va pas attendre, d'accord. D'accord. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que cette journée a été aussi satisfaisante pour vous que pour moi. Vu que nous avons peu de temps, je vais aller rapidement. Il faut dire, mesdames et messieurs, alors que se clôture cette première édition des Journées Entreprises, 2 sentiments majeurs émergent en nous, auditrices et auditeurs de l'Université Senghor à Alexandrie. Tout d'abord, de la reconnaissance et ensuite de la satisfaction. De la reconnaissance à l'endroit de l'université et des différentes entreprises invitées qui ont pris la peine de penser à nous dans un contexte où la recherche de stages, de fin de formation et d'opportunités de fin de carrière hantent les esprits, créant par moments, il faut le dire, confusion et doute. De la satisfaction également pour ces 2 derniers jours, riches en connaissances, mais aussi en expérience. En effet, les 17 ateliers d'orientation et d'accompagnement organisés au sein du campus et animés par les intervenants hauts en couleur ont été des opportunités d'apprentissage et d'acquisition de nouvelles compétences et attitudes pour attaquer avec efficacité le marché de l'emploi. Les astuces de montage de CV et de lettres de motivation, suivant les normes du système international, l'exposition des différents enjeux technologiques, humains et environnementaux, du monde du travail de demain, ainsi que les différentes stratégies d'adaptation créatives et innovantes face à de nouveaux paradigmes en changement constant, pour ne citer que cela, bien évidemment, ont créé en nous, jeunes leaders africains du développement de demain, une conviction profonde, celle selon laquelle l'avenir nous appartient. Devrais-je dire, l'avenir appartient à l'Afrique. Nous vous invitons à présent à regarder cette petite vidéo récapitulant les déroulements des 2 journées qui sont déroulées et en même temps en remerciant tous les différents acteurs qui se sont mobilisés afin que cet événement soit une réussite. Je vous remercie. Okay, allow me to translate it in English for our special guest for today. So at the end of this first edition of Business Days, as a single university student, we have 2 main feelings, gratitude and satisfaction. We are so grateful to the university and all the enterprises who helps and catch us to our internship research and also to think or rethink about our professional journey after our graduation. We are also so satisfied of these last 2 days where we had the opportunity to develop and extend our knowledges. We have had more than 17 coaching workshops with talented and valuable speakers. Thank you so much. We've got some tips for resume and cover letter writing according to international system, discovering different high-tech human mindset and attitude and environmental needed to be ready for global tomorrow's career market. So we are simply proud to confirm that, yes, tomorrow belongs to us. The power is in our hands as an African youth, motivated, ready, and involved. To end, we would like to thank all the stakeholders of this amazing activity. Merci vraiment pour ce résumé des journées entreprises, Mademoiselle Louva et Monsieur Jean. Plusieurs recommandations sont issues de cette conférence et seront présentées par Madame Rania Osman, chef du département des institutions d'information et de compétences professionnelles. Madame Rania Osman, on vous écoute. So we're all tired, I know. I'm going to be so quick. We were so honored, actually, to have you all here today with us in Bibliotheca Alexandrina. And of course, we're so honored to participate in this event and to cooperate with Senghor University. Thank you for our distinguished speakers, and thank you for the students for bearing with us. Thank you for everyone who participated with us today
and thank you for my team from BA. I can tell all their names, but I'll just have to mention name by name. Rania and Silwan, Marwa and Hiba, and the event team, and Sarah and Hayman, all the team from BA. Thank you very much. And I have to thank Monsieur Verdal and Rania Gindi. Thank you very much. You make this real, actually. So only 2 words that I got out of all these presentations, and I can just suggest this into one recommendation: innovation, creativity, and get out of the stereotyping that we are thinking about. It's not the case that if you enter the medicine school or to become an engineer is a success. No, we have to think about how to see ourselves, how to work on ourselves, how to develop ourselves. This is the message. So we need more training in Africa. We need more opportunities for better work environment. We need more and more in Africa. This is just an initiative that we are starting, but this is not the end. We want more engagement from more, of course, from more institutions and from more corporate institutions, more universities to join. And we were very honored today that we have universities that have great history, like the AUC, of course, and we have our representative from different institutions. So this makes, the story comes to an end. The story comes to an end when we have graduates from schools or from universities that knows how to go in the market and knows how to discover himself, knows how to go and search and change. If I'm now in a position and I can see that I can fit better in another firm, I can move. This is not the end, to stick to one position or to stick to one institution. No, move and explore and discover the market. This is our message for all the students from here today in Biblioteca Alexandrina. Think out of the box. Think how to develop yourself. And think of the stories that you listen to from the different speakers. They are conveying the message and they are delivering their experiences that they have during all the years they worked on. You will find that most of them have many phases in their life to have these positions that they are now holding. So we want to, of course, we want to do this initiative more and more, and we will meet you again. And thank you very much for being with us today. Thank you very much. Merci, Madame Rania Osman, pour votre mot de fin. Mesdames et messieurs, nous avons été ravis de vous avoir eu sur les 3 jours du forum, car la réussite de cette première édition est une réalité grâce à votre participation active. La modération de cette journée a été faite par Selwan Ibrahim, chef de l'unité du réseau francophone de la Biblioteca Alessandrina, et moi-même, Charlotte Ezebada, auditrice en gouvernance et management public à l'Université Senghor à Alessandrie. Un grand remerciement à l'Université Senghor, notre partenaire principal, tous les partenaires, les intervenants, les formateurs des ateliers, les modérateurs et les entreprises participantes. C'est le lieu de dire nos remerciements aussi à toutes les équipes d'organisation de la Bibliothèque Alexandrina et l'Université Senghor pour tous les efforts fournis depuis la mise en place du projet. Madame Rania Gindi, directrice de la relation extérieure et son équipe logistique, les étudiants ambassadeurs de l'Université Senghor, composés des équipes d'accueil, des interprètes et des rapporteurs, les équipes de la Bibliothèque Alexandrina, l'équipe de la section de la coopération internationale sous la direction de Madame Rania Shahraoui, Madame Mahabeh, chef de BAIFA, et moi-même, l'équipe de la section des diplômes et des programmes professionnels sous la direction de Madame Sarah Gabalawi et aussi Mademoiselle Heba Dik,
l'équipe de la section des événements et du marketing sous la direction de Madame Inji Talat et Madame Ghada Nassar et son équipe, l'équipe de médias externes gérée par Monsieur Bassem Awadallah. Et on ne peut pas oublier aujourd'hui tous les efforts fournis par l'équipe des interprètes qui se trouvent dans les coulisses, bien sûr. Et à la fin, je ne voudrais pas oublier de noms et toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette première édition. Alors, on espère vous voir à nos prochaines activités. Et bonne soirée.